Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Nous vous remercions. Il faut écouter pour comprendre. On sait qu'à partir de l'écoute peut arriver quelque chose pour lequel on ne s'attendait pas. Donc nous vous invitons à continuer à écouter l'émission et vous avez raison. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous donner quelques explications en ce qui concerne les HLM. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Rascar, la directrice générale de l'SMHLM. Mes respects, Madame. Merci. Bonsoir, Monsieur Grabin. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vois que vous êtes à la tête d'une chose, pas d'une chose, d'un établissement qui est lourd. Oui, tout à fait. Alors, lourd, je ne dirais pas lourd, mais effectivement, c'est une belle institution. Donc, je suis la directrice générale de la Société martiniquaise HLM, donc, qui a été créée en 1971, et plus récemment, d'un établissement secondaire en Guyane, qui s'appelle la Guyanaise HLM. Donc, nous avons à notre actif un peu plus de 220 résidences. En Martinique ? En Martinique, voilà. Nous avons également 2 résidences, en fait, sur la Guyane, qui ont été livrées donc en 2023. Et cela représente 10 832 logements locatifs sociaux. Et concernant la Guyane et la Martinique, la réalisation a été facile? Comment ça s'est fait? Alors, concernant la Guyane, nous avons obtenu un agrément d'extension de compétences territoriales en 2020, donc c'était en plein Covid. Donc le démarrage a été un petit peu retardé, on va dire. Nous avons donc livré nos premières résidences en 2023. Mais ça n'a pas été difficile dans le sens où nous avons opté pour de la vente en l'état futur d'achèvement. Oui. Donc nous passons par de la promotion immobilière. Donc ce sont des promoteurs en fait à qui nous achetons des projets clés en main et qui nous livrent des résidences de logements locatifs sociaux sur le secteur de la Guyane. Donc nous avons commencé par l'île de Cayenne, avec 2 résidences livrées sur la commune de Cayenne donc en 2023. Et nous continuons avec d'autres chantiers, toujours sur l'île de Cayenne, à Matoury, à Macouria, à Rémière-Montjoly. Et c'est tout pour l'instant. Cette formule n'est pas applicable à la Martinique pour l'instant. Alors, c'est applicable, sauf que nous, Société martiniquaise HLM, donc pour la Martinique, nous n'avons pas opté pour cette formule, puisque nous avons un savoir-faire qui est reconnu depuis un certain nombre d'années. Nous faisons de la construction propre. Donc, nous avons un cahier des charges donc, qui est reconnu depuis un certain nombre d'années. Et ce sont nos équipes, avec l'aide d'un maître d'œuvre, donc d'un architecte, qui conçoivent finalement les projets et qui les suivent du début jusqu'à la fin, jusqu'à la livraison. Pourquoi on a opté pour ce genre en fait, de dispositif donc en Martinique? C'est tout simplement que ça nous revient effectivement un peu moins cher. Et comme nous avons un savoir-faire en fait à ce niveau-là, ça permet d'allier les deux. Donc un savoir-faire qui est reconnu depuis un certain nombre d'années et des coûts qui sont un peu moins importants que si nous passions par de la promotion. Par contre, effectivement, nos portes ne sont pas fermées. Si jamais il y a des projets intéressants, le but c'est quand même de pouvoir construire pour répondre à la demande. Donc nous sommes ouverts à toute éventualité. Actuellement, la demande elle est à quel niveau chez vous? Alors, en Martinique, elle est estimée à un peu plus de 13 000 demandeurs de logement à l'heure actuelle. Ce sont des chiffres qui nous ont été fournis par la DEAL en fin 2023. Et chez vous? Alors, la demande, elle est globale. Elle est globale pour l'ensemble du territoire martinique, puisqu'effectivement, tout demandeur de logement, en fait, fait une demande directement, en fait, via le site internet ou dépose chez l'un des guichets enregistreurs. Et ensuite, elle peut être traitée par n'importe lequel des bailleurs présents en Martinique. Donc, soit la CIMAR, soit Ozanam, soit la SMHLM, ou bien la CEMAG ou la SEMSAMAR. Oui. Et pour l'instant, vous avez des projets? Alors oui, nous avons un certain nombre de projets donc en cours de construction donc en Martinique. Il est vrai que nous avons effectivement notre autorité donc qui est représentée par la DEAL, donc qui représente l'État, le ministère de l'Outre-mer et du Logement, de façon à ce qu'on puisse effectivement avoir une projection sur les logements que nous allons construire. Et à l'heure actuelle, en Martinique, nous avons à peu près 150 logements qui vont être livrés d'ici 2025. Et chaque année, nous essayons effectivement de
de rester sur un rythme de 150 logements à peu près sur la Martinique. Sur la Guyane, par contre, on a une ambition un peu plus élevée puisque on a moins de contraintes au niveau du foncier et du coup, nous pouvons aller jusqu'à 300 logements par an en programmation et en livraison. Le foncier. Le foncier. Le foncier. Méga problème. Tout à fait. Alors c'est vrai que du coup, les années où nous pouvions construire jusqu'à 500, 600 logements par bailleur, en fait, sont révolues. Il est vrai qu'on a un certain nombre de petites problématiques vis-à-vis du foncier, notamment... on a des problématiques d'indivision, par exemple, qui peuvent durer très 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 longtemps. La loi Letchimy a permis finalement de fluidifier un peu les démarches d'acquisition lorsque nous avons l'indivision, mais c'est vrai que c'est encore un problème. On peut se retrouver avec des dossiers qui durent plus de 10 ans parfois avant que l'on puisse finalement finaliser une acquisition foncière. Et puis il est vrai aussi qu'en Martinique, on a beaucoup construit, donc on a de moins en moins de foncier. Et donc maintenant, il faut effectivement qu'on aille à la pêche pour pouvoir obtenir du foncier qui soit constructible, aménagé, etc., pour pouvoir construire du logement social. Et vous avez aussi beaucoup de dents creuses. On a beaucoup de dents creuses, effectivement. Nous, en tant que société martiniquaise HLM, c'est une spécialité que nous avons. Il est vrai que nous avons, sur les 220 résidences, plus de 70 qui sont construites en centre-bourg. Nous avons, par exemple, des résidences qui vont de 2 à 20 logements. Et c'est effectivement une technicité particulière parce qu'il faut effectivement donc construire entre 2 bâtiments. C'est pour ça qu'on appelle une dent creuse. Et ça nécessite une technicité particulière, mais que nous avons effectivement développée depuis un certain nombre d'années, en tout cas pour la SMHLM. Nous avons mis beaucoup de temps pour faire comprendre à nos élus qu'il fallait justement développer la notion de dent creuse. Tout à fait, c'est-à-dire que depuis quelques années maintenant, donc le plan logement outre-mer, donc qui est décliné dans les différents territoires d'outre-mer, a mis en avant cet objectif-là de pouvoir rénover les centralités. Puisqu'effectivement, c'est quand même un cercle plutôt vertueux. Le but, c'est de pouvoir, donc, comme je le disais, rénover donc, les centralités en utilisant finalement ce qu'on appelle des dents creuses ou finalement des bâtiments qui sont déjà anciens, que l'on peut soit déconstruire, soit améliorer et qui permet finalement Ou éventuellement, de regrouper. Ou également de regrouper, tout à fait. Et cela permet donc de pouvoir redynamiser finalement les centralités urbaines, d'amener des gens à venir vivre finalement dans les centralités et éviter finalement l'exode de l'urbain vers le rural et de pouvoir finalement redonner de la vie à ces centres-bourgs. Alors, la place du senior est où dans cette affaire ? Eh bien justement, si on fait le recoupement avec les centres-bourgs, la place du senior est toute trouvée. C'est de pouvoir effectivement permettre à ces personnes âgées de pouvoir investir dans les centralités qui sont déjà bien pourvues en termes de services de proximité et de services de santé et pour qu'ils aient, eux, finalement, sans avoir à prendre de transport en commun ou à prendre leur propre véhicule, pouvoir avoir accès à toutes les commodités de façon très aisée. Et donc, de toute façon, la question du senior est fondamentale en Martinique puisque nous sommes le département le plus vieux de France. Nous, à la SMHLM, nous avons un peu plus du tiers de nos résidents qui sont des personnes qui ont plus de 65 ans. Donc forcément, nous devons effectivement être en capacité de pouvoir répondre finalement aux bien logés des personnes âgées, donc des personnes effectivement qui sont actuellement âgées et puis à venir, puisque dans les prospections, nous sommes effectivement sur un territoire qui aura plus de 40% en fait de sa population qui sera de plus de 65 ans. Donc il faut dès maintenant commencer à anticiper, donc avec les autres bailleurs, mais également avec les services de l'État, avec les collectivités, avec l'ARS, etc., pour pouvoir déjà anticiper sur le logement et tout ce qui va avec, donc tous les accompagnements sociaux, tout l'accompagnement finalement social qu'on va leur apporter pour l'heure actuelle et pour le futur. Oui, une question. Vous, dans le programme que vous avez actuellement, comment ça se passe ? Parce que souvent nous entendons dire que vos marchés sont infructueux.
Alors, il est vrai qu'on peut avoir certains marchés qui sont très infructueux. Donc, ça dépend. Nous avons plusieurs types, effectivement, de marchés. Donc, nous avons les marchés de construction neuve, mais nous avons également les marchés d'entretien courant et les marchés de gros entretiens et de travaux d'amélioration, voire de réhabilitation. Donc, il peut arriver, effectivement, que nous ayons de l'infructuosité sur certains marchés. Alors, il y a plusieurs choses qui vont venir expliquer cela. On a peut-être des entreprises qui ne se positionnent pas sur nos marchés. On a peut-être également, on va dire, des entreprises qui, des fois, quand ils se positionnent, sont peut-être un peu à côté de la réponse. Donc, du coup, on est censé finalement les interroger. Si on se retrouve finalement avec des entreprises qui nous proposent des tarifs qui sont un peu en deçà de ce que l'on avait estimé, nous les interrogeons pour savoir si effectivement tout le besoin a bien été appréhendé. Et si jamais ils nous disent que voilà, ils se rendent compte que finalement le dimensionnement du projet n'était pas forcément appréhendé, on peut se retrouver finalement avec un désistement dans l'entreprise. Alors, nous avons donc les entreprises qui finalement ne veulent peut-être pas forcément répondre à nos marchés pour diverses raisons, tout simplement parce que les marchés, en fait, sont quand même des actions administratives qui sont relativement contraignantes, comme vous le dites, qui sont parfois un peu lourdes. Et une entreprise aura plutôt tendance à aller vers le privé parce qu'elle n'a pas toutes ces contraintes, en fait, à respecter pour pouvoir obtenir un contrat. Chez nous, donc pour le bailleur social qui perçoit finalement des fonds publics, nous respectons le code des marchés publics et cela implique un certain nombre finalement de contraintes, comme on l'a dit à l'instant. Ce qui veut dire que du coup, ça nécessite pour l'entreprise un certain travail pour pouvoir finalement donc répondre à ces marchés et elle n'est pas certaine finalement de pouvoir obtenir le fameux marché. Donc c'est du temps, de l'argent qui des fois pourrait être orienté vers un autre type de contrat et c'est l'une des raisons peut-être pour lesquelles en fait certaines entreprises ne veulent pas postuler. En tout cas, moi ce que j'ai envie de dire en tout cas sur les aspects d'infructuosité de marché, c'est ce que du coup on gagnerait tous à ce que tout le monde puisse y répondre au marché en tout cas des bailleurs sociaux parce que c'est quand même dans l'objectif de pouvoir répondre à une demande qui est quand même importante. Nous avons 13 359 demandes de logements sociaux à fin 2023. Il faut que l'on puisse finalement construire pour pouvoir répondre à la demande puisque nous sommes sur 1500 logements vacants, entre guillemets, pas entre guillemets, mais en tout cas, oui, 1500 logements vacants pour les 3 bailleurs sociaux donc, qui avaient été estimés. Donc, ce qui veut dire qu'avec ces 1500 logements vacants, même si en fait on arrivait à tous les remplir, il nous resterait quand même 12 000 demandes à satisfaire. Donc c'est un véritable enjeu pour le territoire de faire en sorte que finalement nous puissions soit construire, soit réhabiliter pour pouvoir finalement répondre à cette demande de logement qui est relativement importante. Et pour ce faire, on est prêt à accompagner, donc à répondre à toutes les questions qui pourraient être posées en fait par les entreprises qui souhaiteraient finalement travailler avec nous, pour les aider finalement à répondre malgré les contraintes. On a également les contraintes de la dématérialisation, puisqu'on ne peut pas venir et dire qu'on dépose un dossier papier en fait chez le bailleur, comme on faisait auparavant. Nous sommes donc maintenant soumis à la dématérialisation des marchés publics et il faut donc pouvoir avoir tout le nécessaire pour pouvoir répondre à un marché public à l'heure actuelle. Sans compter effectivement les délais, puisque nous avons un certain nombre de délais à respecter en fonction finalement du montant du marché qui est passé. Et c'est vrai que du coup, c'est une vraie ingénierie en fait à développer au sein de l'entreprise pour pouvoir finalement répondre au marché public. C'est la raison pour laquelle en fait nous fonctionnons avec les chambres consulaires, donc avec la Chambre des métiers et des artisanats, avec la CCIM également, pour pouvoir faire en sorte que les services qui peuvent être dédiés à l'accompagnement des entreprises leur permettent, soient finalement sollicités
pour permettre donc aux entreprises qui ne seraient pas finalement assez outillées pour pouvoir répondre au marché public dématérialisé, de pouvoir faire appel finalement à ces services-là qui leur sont dédiés pour pouvoir répondre à nos marchés. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le bailleur social qui a pu avoir à l'époque une image de bailleur qui fait les prix, qui impose ses prix, est totalement, on va dire, n'est plus l'image que nous voulons donner, en tout cas à l'heure actuelle. Nous souhaitons vraiment, en fait, pouvoir faire passer comme message aux entreprises que ce sont elles qui font leurs prix, que nous, après, effectivement, nous avons une commission d'appel d'offres qui passe en revue l'ensemble des offres qui ont été faites, et les entreprises sont retenues en fonction des critères bien déterminés, donc critères techniques et des critères de prix, et ce sont les entreprises et les offres les mieux disantes qui sont sélectionnées, et non pas les moins disantes. On parle bien d'entreprises mieux disantes, c'est-à-dire celles qui apportent la réponse technique et financière la plus appropriée aux différents projets en fait que nous pouvons avoir. En fait, les HLM, comme les collectivités, sont victimes, comme le sparadrap du capitaine Haddock. Tout ce que vous venez de me dire là, nous nous sommes battus pendant des années pour arriver à ce niveau. Mais entre-temps, toutes ces entreprises performantes qu'on a eues, elles sont mortes. Alors, effectivement, elles sont toutes mortes. On a pu avoir... politique. Alors, ce que je constate, moi, depuis que je suis arrivée, c'est qu'effectivement, nous avons donc une raréfaction finalement des entreprises qui répondent à nos marchés. Pas de gros jeux, par exemple. Alors, on a du mal à trouver dans certains corps de métier. Et c'est vrai que parfois, ça peut être compliqué. Alors, nous, l'analyse qu'on en fait, c'est qu'effectivement, comparativement, si on en revient finalement au vieillissement de la population, en dehors des entreprises, des grosses entreprises comme Vinci ou etc., on a un tissu quand même d'entreprises qui sont des TPE ou des PME qui ont pour dirigeants des personnes qui finalement arrivent finalement à un certain âge aussi, et il faut pouvoir assurer la relève. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on fait des projections finalement sur les entreprises qui pourront finalement continuer à constituer le tissu sur lesquels on peut se baser pour tous les travaux qu'on a à faire, aussi bien la construction neuve que pour l'entretien courant ou les travaux d'amélioration, gros entretiens, etc. Eh bien, on se rend compte que on a une pyramide des âges qui, elle aussi, donc est inversée. C'est une réalité. Donc, ce qui serait intéressant, ce qu'on se dit, c'est qu'il serait intéressant, c'est de pouvoir finalement prévoir l'avenir, savoir comment est-ce que ces entreprises-là vont pouvoir être reprises. Est-ce que effectivement il y a, on va dire donc des descendants finalement qui sont en capacité de vouloir et qui ont envie finalement également de vouloir reprendre finalement ces entreprises-là. Est-ce que finalement on est sur un secteur qui est attractif? Est-ce que l'attractivité finalement du secteur du BTP est à son apogée à l'heure actuelle? On a l'impression, au vu des différentes statistiques qu'on peut avoir, que finalement pas forcément, qu'il y a peut-être un travail à faire pour pouvoir rendre attractive finalement la filière du BTP avec les différents CFA, avec les chambres consulaires, etc. Et faire en sorte que finalement on puisse redynamiser le secteur du BTP en apportant finalement donc dans le futur une main-d'œuvre plus importante, parce que finalement on aura donné de la visibilité, nous en tant que donneurs d'ordre aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse permettre aux entreprises de se structurer en leur apportant des chiffres sur les quelques années à venir. Donc notamment nous, ce qu'on peut dire au niveau de la SMHLM, donc comme j'ai pu le dire, mais je le répète du coup, nous sommes un bailleur qui a 10 832 logements. Nous prévoyons de construire et de livrer à peu près 200 logements, entre 150 et 200 logements par an en Martinique. Pour ce faire, vous avez la réhabilitation à faire. Nous avons également la réhabilitation, puisque nous avons un programme de confortement sismique, par exemple, puisque on a effectivement avec le plan séisme anti une programmation pour pouvoir en fait venir conforter un certain nombre de bâtiments. Nous avons également des réhabilitations autres
que le confortement sismique, puisque nous avons été créés en 1971, nos premières résidences ont été livrées en 1974, donc nous arrivons effectivement sur des résidences qui ont plus de 50 ans. Donc se pose la question effectivement de la réhabilitation lourde de certaines de ces résidences. Et donc nous avons également donc une programmation sur la réhabilitation et sur les travaux d'amélioration pour notre parc. Et en fait, c'était exactement donc la volonté finalement de la Chambre des métiers et de l'artisanat de pouvoir effectivement afficher la programmation de façon à ce que les entreprises puissent se structurer de la même façon qu'a pu le faire la CTM la semaine dernière, puisque il y a eu donc une réunion avec le secteur du BTP pour pouvoir effectivement leur donner de la visibilité et faire en sorte que chacun puisse s'organiser comme il le faut. Aussi bien en termes de perspectives financières, mais également en termes finalement de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, de façon à ce que tout le monde soit dans un partenariat gagnant-gagnant, aussi bien les bailleurs que les collectivités, que l'État finalement, et les entreprises du secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment, le secteur du BTP, il a été dynamité. Dynamité. Délai de paiement. Quand vous attendez des fois 2 ans pour être payé. Absence de nos banques, non-accompagnement des banques. La sécurité sociale qui ne vient pas vous voir pour discuter, qui vient avec une seule fâteuse. Ça se termine au tribunal mixte de commerce, liquidation judiciaire. Les impôts sont beaucoup plus souples. Donc tout ceci a fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Et relancer le BTP, soyons réalistes, il faudra compter 20 à 30 ans. Alors, en tout cas, pour la part de la société martiniquaise d'HLM, nous, ce qu'on essaye de faire, effectivement, c'est de pouvoir donc fluidifier un maximum la relation entre nous, bailleurs, et également donc le secteur du BTP et les entreprises. Donc, nous avons un partenariat, hein, nous sommes partenaires. Comme j'ai pu l'évoquer, le but, c'est vraiment de pouvoir être dans un partenariat. Oui, on est très volontaire. On est sur la mise en place, où finalement continuer à perpétuer ce partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises et nous, en finalement leur permettant de pouvoir avoir une trésorerie assez fluide. Donc nous avons un délai de paiement qui est de 30 jours, alors que nous pourrions aller à 60 jours en tant que bailleur social. Nous essayons dans la mesure du possible de pouvoir payer à 30 jours les entreprises, puisque nous connaissons les difficultés d'une entreprise qui est en décalage de trésorerie et qui peut se retrouver à ne pas pouvoir payer ses salariés en fin de mois. Donc les charges et autres. Donc c'est pour ça que l'on s'astreint, nous, en fait, et comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes volontaires de façon à ce que nous puissions payer en fait les entreprises dans un délai raisonnable. Nous essayons également d'échanger avec la Caisse des congés payés, avec la sécurité sociale, avec les impôts, pour essayer de mettre en place des subrogations. Donc, si des entreprises qui ne peuvent pas avoir d'attestation pour pouvoir participer à nos marchés, nous essayons de prendre notre bâton de pèlerin pour voir dans quelle mesure on pourrait prendre une part finalement du chiffre d'affaires de l'entreprise pour pouvoir en fait payer directement en fait les organismes en question. Voilà, c'est ça, tout à fait. En fait, le but, c'est de pouvoir effectivement donc faciliter la relation avec les entreprises. Mais par contre, il est vrai que, comme on l'a dit également, nous sommes sur un cadre qui est très très strict, qui est le cadre du Code de la commande publique, et effectivement, une entreprise qui ne serait pas à jour de ses cotisations sociales ou fiscales ne peut pas être attributaire finalement d'un marché public, sauf si elle a réussi à mettre en place finalement un plan d'appurement auprès des organismes en question. Alors, il y a une autre parade, hein. C'est la liquidation judiciaire. Une fois qu'elle a liquidé judiciairement, qu'elle remonte une structure, elle redémarre. Mais devant vous, pas vous, personne, mais vos machines, c'est une entreprise qui n'a pas d'expérience. Alors, c'est là aussi, l'adaptation du Code des marchés publics, nous l'avons fait à l'époque avec Émile Capgras. C'est pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans qu'on a tenté de le faire. Il y a eu une commission avec Tracy Payog et puis Odo Désir et toutes ces personnes-là. Mais jusqu'à maintenant, nos politiques n'ont pas compris qu'il faille faire
l'adaptation de la commande publique à la réalité locale. Oui, alors effectivement, non. Après nous, effectivement, nous sommes tributaires entre guillemets d'un cadre réglementaire qui, voilà, nous sommes obligés finalement. Donc il n'y a pas de préférence, régionale ni territoriale. Donc du coup, nous appliquons donc le code des marchés publics et en général, nous retenons donc les entreprises donc qui ont réussi finalement à répondre de la façon la plus adaptée possible finalement à notre besoin. Mais il est vrai que du coup, dans tout ça, quand on regarde finalement, on a quand même beaucoup d'entreprises locales avec lesquelles on travaille quand même. Hein. Donc, comment ça, à quel prix ? À quel prix ? Je les entends, ils me sollicitent souvent. Vous, les HLM, on vous a imposé un plancher à ne pas dépasser. Alors, pas un plancher de prix. Pas un plancher de prix. Par contre, ce qu'il est important de dire, c'est que nous avons un plafond de loyer qui nous est imposé. C'est au niveau de celui qui va bénéficier du Voilà, logement. c'est ça. Et c'est de là d'où tout part finalement. C'est-à-dire qu'effectivement, comme il y a un plafond de loyer qui est imposé, quand on fait un rétrocalcul, nous arrivons finalement donc à une enveloppe budgétaire qui correspond finalement au loyer de sortie plafond, entre guillemets, et puis effectivement entre le loyer de plafond et les différents agrégats, les différentes hypothèses que l'on peut retenir, on peut avoir un écart négatif entre le loyer plafond et le loyer de sortie. Pour la SMHLM, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement on essaye de se mettre de façon systématique en dessous du loyer plafond, de façon à ce que le locataire in fine lui aussi s'y retrouve. Mais on va dire que chaque marché est différent. On ne peut pas appliquer de façon généraliste finalement donc une analyse en se disant nous sommes de toute façon sur des prix qui sont imposés. Les prix ne sont pas imposés. Par contre, effectivement, on a une variable sur laquelle on est obligé de se baser pour pouvoir finalement avoir in fine un budget à ne pas dépasser en termes de coûts, Mais ceci, bien évidemment, est à mettre en perspective avec les différentes subventions que nous pouvons avoir. Parce que ce n'est pas uniquement le prix le coût de la construction qui va faire le prix de loyer de sortie, c'est également ce que l'on va pouvoir en fait avoir comme subvention ou comme prêt à taux bonifié qui vont nous permettre finalement de faire l'équilibre. Donc j'ai envie de dire que oui, c'est vrai, HLM ça veut dire habitation à loyer modéré. Nous sommes obligés finalement de pouvoir au-delà de rentrer dans une grille, c'est vraiment de pouvoir en fait permettre à des Martiniquais de pouvoir avoir accès à du logement en deçà finalement du prix du privé, parce que c'est ça aussi finalement, parce que quand on regarde finalement la composition, les caractéristiques des demandeurs de logement en Martinique, on se rend compte que finalement on est sur à peu près 70% en fait qui sont en dessous des plafonds de loyer LLTS, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, il faut qu'on puisse aussi entendre ça. C'est-à-dire que ces personnes-là, il faut qu'on puisse leur donner des logements et puis des logements avec des prestations. Oui, respectant les normes, mais qui ont des prestations similaires à celles du privé. Donc, avoir des logements qui sont similaires donc, à ceux du privé, mais à un loyer un peu moins important. Donc, nous, le but, c'est pas finalement d'étouffer les entreprises. C'est vraiment de pouvoir trouver les bons ajustements, donc avec finalement l'État, avec donc la ligne budgétaire unique, avec les collectivités territoriales. Donc on a par exemple la CTM qui nous apporte des subventions pour construire du neuf ou pour faire de la réhabilitation. On a l'État donc qui nous donne de la LBU, la ligne budgétaire unique, et on a également donc ce qu'on appelle le crédit d'impôt, qui permet finalement de venir minorer in fine donc le loyer de sortie. Donc ce n'est pas que le prix finalement le prix de la construction qui fait le loyer de sortie, c'est vraiment tout un ensemble. Donc le prix de la construction donc allié aux différentes subventions et aux différents prêts à taux bonifiés que l'on peut obtenir en tant que bailleur social qui feront que finalement on aura un loyer plus ou moins important. Donc l'économie de votre opération tient la route. Oui. Elle est équilibrée. Oui. Le but, c'est ça. L'entreprise, elle a des charges, fournisseurs et tout ça.
Et quand nous regardons le coût, quand nous faisons la balance, on est déficitaire. Ben, pas forcément. Finalement, pas forcément. que se passe-t-il? Nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui vous disent « je préfère ne pas travailler pour les HLM ». Ou de plus en plus, on a des entreprises qui vous disent « je ne travaille pas pour la collectivité, il reste que le public ». Et en travaillant avec le public, on se retrouve très souvent, très souvent, dans pire. Pas forcément, moi j'ai envie de dire... Je parle du privé. Ah, le privé, d'accord. Du privé qui va faire, à la banque, faire son emploi. Nous sommes battus pour ça. Nous sommes battus pour qu'on puisse avoir le respect des entreprises. On voit y arriver sur le chantier un privé qui a commandé un bâtiment, réalisé, et en cours de réalisation, qui arrive avec sa Mercedes et son bateau, et qui ne paye pas l'entreprise. Ça s'est souvent fait ici. Ça s'est terminé aux routes là. Donc si vous voulez, le BTP est en permanence en danger. Alors, pour rétablir cette situation de confiance, je vous dis, il faut 30 ans. Alors moi je suis plutôt optimiste. Vous verrez que je suis d'un naturel optimiste. C'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Oui. Après je pense que, en tout cas pour ma partie du bailleur social, le but c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Parce qu'on est d'accord, la commande publique ça passe aussi par la commande du bailleur social. Donc on est là finalement comme on a pu le voir, pour pouvoir réhabiliter des logements, pour pouvoir construire des logements, pour pouvoir répondre à la demande. Et c'est vrai que l'État et les collectivités, en tout cas, font un maximum pour pouvoir donc dynamiser finalement le financement du logement social, qui est un financement relativement intéressant comparativement à ce que l'on peut trouver en tout cas sur la métropole, puisque du coup il n'a pas de tendance inflationniste à la base. Parce que quand on compare le financement du logement social outre-mer et le financement du logement social au niveau national, il est financé non pas par ce qu'on appelle l'aide à la pierre. Donc l'aide à la pierre, ce sont effectivement toutes les subventions directes que l'on peut obtenir auprès de l'État, auprès des collectivités, et qui permettent finalement d'avoir un niveau des prix qui sont relativement plus intéressants que ceux que l'on pourrait trouver en fait sur la métropole. Et alors qu'au niveau national, on est vraiment sur de l'aide à la personne, ce qui veut dire que c'est un système qui est plus avantageux finalement pour pour le locataire et donc on se retrouve finalement dans une tendance avec des prix qui sont exorbitants et là les entreprises ne s'y retrouvent pas forcément non plus. Donc ce qu'il serait donc intéressant de faire, et je pense que c'est ce qui est déjà en train de se mettre en place. Quand vous parlez de 30 ans pour pouvoir revenir, pour pouvoir relancer la machine, moi je trouve que pendant quelque temps, effectivement, on a pu avoir quelques inerties sur certaines choses, etc. Mais là, on commence à voir, on va dire, les choses bouger. Là, j'ai entendu donc la semaine dernière au niveau de la CTM, que les délais de paiement allaient être raccourcis. Ça fait des années. Qu'il y a 40 millions d'euros qui ont déjà été donnés, qu'on va prévoir d'ici à la fin d'année 40 millions d'euros complémentaires. Il me semble que du coup, le secteur du BTP qui était présent donc à cette réunion la semaine dernière était plutôt sur une dynamique positive suite à cet échange. Nous bailleurs aussi, nous sommes aussi pareils dans la même dynamique, faire en sorte que nous puissions finalement aider les entreprises à répondre à nos marchés et puis répondre de façon ouverte et transparente à leurs questions, à leurs interrogations. La réunion que nous avons eue avec la Chambre des métiers de l'artisanat, donc il y a 3 semaines de ça, était une initiative, une première, j'ai envie de dire, une première depuis quelques années. Et le but, c'est de pouvoir continuer ce genre, finalement, d'initiative pour pouvoir renouer le lien et renouer le dialogue, finalement, entre les entreprises qui ne souhaitent plus, en fait, répondre à nos marchés pour X ou Y raison et faire en sorte qu'elles reviennent répondre à nos marchés, puisque de toute façon, on a besoin d'elles. De toute façon, c'est grâce à elles qu'on pourra répondre à la demande. Et on ne peut pas laisser 13 000 demandes comme ça sur le carreau. Il faut absolument que l'on puisse répondre à tout ça. Surtout qu'il y a de gros enjeux au niveau du territoire, des enjeux de réhabilitation. On a plus de 30 000 logements vacants
donc beaucoup sont très dégradés, on est d'accord. Peut-être qu'on ne pourra pas finalement les réhabiliter ou etc. Mais néanmoins, je pense qu'il y a quand même une part que l'on pourrait réhabiliter pour pouvoir les mettre à disposition en fait du logement social et donc in fine de locataires qui en ont besoin. Et je pense qu'effectivement, donc l'État également prend sa responsabilité puisqu'ils se battent chaque année pour conserver les enveloppes de lignes budgétaires uniques sur le territoire et ne pas faire en sorte qu'elles repartent vers d'autres territoires comme la Guyane ou Mayotte ou la Réunion, etc. Et il faut qu'on continue à travailler ensemble dans le même sens, donc avec l'État, avec les entreprises, avec les organismes type CGSS, caisse de congé, la direction générale des finances publiques pour pouvoir aider effectivement donc toute la machine à se remettre en marche et de façon vertueuse pour que tout le monde finalement s'y retrouve. Voilà. Vous savez, c'est comme le tango, il faut être deux. Là, c'est même pas 2, il faut qu'on soit au moins 10 pour pouvoir avancer. Donc il faut tout mettre tout ça en coordination en fait finalement. Donc, se rapprocher de vous, vous rapprocher de nous, oui, il n'y a aucun souci. Mais entre-temps, il faut faire vivre l'entreprise. Entre-temps, nous avons de plus en plus de licenciements, de plus en plus de difficultés à trouver des salariés. Des salariés qui de plus en plus s'éloignent. Donc si vous voulez, c'est un véritable chantier qu'on est en train de mettre en place. Tout à fait. C'est un gros chantier. Et comme je vous dis, ça participe à ces 30 ans que je vous donne. Il faut créer des vocations, je suis d'accord. Il faut créer des vocations, il faut permettre finalement à des jeunes de pouvoir se projeter finalement sur les différents métiers d'avenir du BTP. Et nous avons notre part à faire, on est d'accord, nous avons de la visibilité à donner. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement, pour la SMHLM, on a donné quelques chiffres. De 2024 à 2027, c'est 34 millions pour tout ce qui est réhabilitation, 34 millions d'euros. Nous n'avez pas pu faire circuler. Pour l'instant, nous allons les faire circuler, puisque jusqu'à présent, on a eu par exemple 7 millions d'euros de travaux d'amélioration de gros entretiens qui ont été réalisés sur l'année 2023. Bon, je sais que vous n'avez pas la main qui tremble lorsqu'il faut payer. Non. Pas comme les collectivités. La promesse de la collectivité de la semaine dernière, c'est du blablabla. Alors je ne pourrais pas présager de la collectivité. Je le dis bien en face. C'est plus facile d'enflammer le pays en mettant 400 000 euros sur une flamme, alors que beaucoup de régions au niveau national ont refusé d'avoir cette flamme chez elles. Nous l'avons accepté. Donc on peut cracher 400 000 euros sur ça, mais on est dans l'incapacité de payer des entreprises. Et ce sont les mêmes qui viennent nous dire qu'il ne faut pas être l'objet, comment ils disent, dans le carnaval des autres. Alors, en tout cas, pour ma part... je vous dis, oui. Ça me fend le cœur de voir ça. Dans un pays où souvent on nous dit de ne pas participer au carnaval des autres, et que nous sommes les premiers à faire ce genre de geste, et l'interdiction absolue de lancer des programmes, là, vous avez tout un chiffre, là. On peut se dire, bon, ok, on va essayer, on va tenter. Mais au niveau des collectivités, nous n'avons rien. C'est total. Alors, en tout cas pour ma part, pour ce qui s'agit du logement social, comparativement à ce qu'on peut trouver sur la Guadeloupe ou sur d'autres territoires, les collectivités sont plutôt volontaires. C'est-à-dire que on a donc des enveloppes qui sont destinées au logement social. Et vos garanties, oui, tout ça. Il y a les garanties d'emprunt, bien sûr, mais il y a également en fait de la subvention directe qui permet de venir également financer le logement social. Et c'est pas forcément valable pour d'autres territoires. La collectivité territoriale de Martinique donc finance le trait social, finance les opérations un peu innovantes, donc avec des surcoûts architecturaux, et puis elle finance également les opérations au centre-bourg. On a pu notamment pouvoir sortir un certain nombre de logements sociaux sur le territoire en fait, oui, des Terres Saint-Ville. Donc ce qu'on appelait les opérations Courmarine. On a eu plus de 340 000 euros en fait, donc qui avaient été donnés donc par la collectivité territoriale de Martinique et qui avaient été abondés à hauteur de 100%. Ce qui a permis finalement de sortir un peu plus de 80 logements sur le quartier des Terres Saint-Ville.
Donc voilà. Et il continue également. Et nous avons également donc la communauté d'agglomération de l'espace Sud Martinique, qui a un protocole de financement du logement social et sur lequel nous avons pu émarger également. Et donc, qui dit financement du logement social dit que c'est de l'argent finalement qui ruisselle sur les entreprises qui sont retenues pour pouvoir finalement construire les opérations qui auront été fléchées. Donc, en tout cas, pour ma part, au niveau du bailleur social, je trouve que le financement du logement social par les collectivités est relativement plus achalandé en Martinique que dans les autres territoires. Je vous dis une chose. Pour accéder à un marché chez vous, hier, j'arrivais avec mon devis, tout. Je déposais, je savais à qui je prends, à qui je m'adresse. Aujourd'hui, c'est avec un ordinateur. Oui. Nombreuses sont les entreprises devant un ordinateur qui sont exactement comme un petit chat devant l'ordinateur, qui ne savent pas travailler avec ça. On est d'accord. C'est pour ça que du coup... aussi, ça a mis à l'écart beaucoup d'entreprises. Nous sommes d'accord. Le rapport humain, il a disparu. Nous sommes d'accord. Je prends l'exemple de la Sécu. Impossible de voir quelqu'un de la Sécu. Il faut passer par l'informatique. Si vous n'êtes pas connecté, vous n'avez aucune réponse. Oui. Et ça, je vous dis, toutes ces choses-là sont belles pour la jeune génération. Mais la génération qui est en train de s'en aller, qui est en train de passer le relais à la jeune génération. Je prends un exemple, plomberie. C'est pas que d'informatique qu'on peut faire de la plomberie. Il faut avoir quelqu'un qui sache allumer un chalumeau, qui sache faire le métier. Or, pour l'instant, quand nous regardons ce qui se passe, c'est un drame. Alors, on est d'accord. C'est vrai que du coup, on a un certain nombre de réglementations qui ont fait que on a digitalisé finalement, numérisé, enfin tout ce que vous voulez, les marchés publics. Nous, en tout cas, à la SMHLM, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'accompagner les entreprises. C'est-à-dire que si on a certains artisans ou certains entrepreneurs de petites ou moyennes entreprises qui rencontrent des difficultés pour pouvoir en fait souscrire au marché public, à quelques niveaux que ce soit, on fait de la pédagogie. On fait de la pédagogie sur la façon finalement de pouvoir prendre le virage de la dématérialisation. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas finalement notre rôle non plus. Comment on fait pour alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, donc, on a les équipes sont en relation avec les entreprises, et puis il y a pas de de difficulté si besoin à nous appeler, puisque on a donc effectivement un standard sur lequel on peut téléphoner et demander, poser des questions en fait. Mais on va dire que les services les plus à même pour pouvoir aider finalement les entreprises, c'est la Chambre des métiers et c'est la CCI. Et il est vrai que du coup, la CCI et la Chambre des métiers ont des services qui peuvent accompagner finalement les entreprises pour pouvoir répondre au marché public. Et ça, je pense qu'il faut en parler, il faut pouvoir le dire pour que ces entreprises-là qui finalement se retrouvent démunis face à la complexification digitale de l'accès à la commande publique, puissent finalement se faire aider. Et a priori, ce sont des services qui sont totalement disponibles. Donc, il faut prendre rendez-vous. Donc, nous avions une réunion en préfecture, en présence justement de la chambre la chambre de métier et également de la CCI. Et du coup, ils ont dit de façon tout à fait ouverte qu'ils étaient disponibles pour toute entreprise qui le souhaite pour pouvoir les accompagner à répondre au marché public. Donc ça passe par là aussi. Il faut pouvoir les accompagner. Ils vont pouvoir les aider, en tout cas pour celles qui ont des difficultés à pouvoir répondre au marché, à pouvoir prendre ce virage et sans retenue, j'ai envie de dire. Il ne faut pas lésiner sur les moyens parce que ce sont des entreprises dont on a besoin. Moi, je le dis encore, elles sont trop rares, celles qui répondent à nos marchés. Il faut qu'on en ait plus. Mais là, il faut qu'on en ait plus. Ma tristesse, c'est de voir que vous avez ces sommes qui attendent, ces marchés qui attendent, et que finalement, on ne se bouscule pas. Alors un peu plus maintenant,
Un peu plus maintenant, je trouve. C'est vrai que du coup, on a là par exemple deux marchés qui ont été lancés. Un marché sur la remise en état de logement, donc c'est sur l'entretien courant, et un autre sur les réparations courantes dans les logements et dans les parties communes, mais également sur l'astreinte. On a quand même un peu plus d'entreprises finalement qui veulent bien répondre à nos marchés. Je pense que le travail de communication finalement vis-à-vis de ces entreprises commence à faire effet, mais je suis d'accord avec vous, il faut qu'on continue. C'est en sensibilisant qu'on va finalement appeler et avoir beaucoup plus de personnes qui répondront. Une sensibilisation, c'est sur du long terme, donc j'espère pas 30 ans comme vous dites, mais vraiment que dans les 3-4 ans, on ait beaucoup plus d'entreprises qui puissent être disposées. En 3-4 ans. Comment ? On ne formait pas un nouveau. Oui, mais en tout cas pour celles qui sont déjà organisées et qui pourraient répondre et qui ne répondent pas, donc qu'elles puissent finalement venir, celles qui sont déjà organisées pour. Et puis après, effectivement, comme vous dites, il y a la partie liée à la formation des nouveaux, à la captation et aussi des nouveaux. Il faut pouvoir capter finalement ces nouveaux-là. Donc pourquoi pas, nous on est prêts finalement à aller dans les CFA pour expliquer nos métiers, pour expliquer le besoin fondamental de main-d'œuvre dans le secteur du BTP, parce qu'on a besoin, franchement on a vraiment besoin que ces jeunes-là viennent travailler dans le secteur pour pouvoir faire en sorte qu'on continue à réhabiliter, qu'on continue à construire, sinon on n'y arrivera pas. Là, vous êtes devant la caméra. Personnellement, je sais que quand j'appelle la SMHLM, il y a une charmante dame qui répond. Très agréable. Elle répond, oriente tout. Tous ceux qui sont au bout du fil, on donne satisfaction. Et pour les jeunes, comment fait-on ? Pour les jeunes, comment peut-on faire ? Celui qui vous écoute aujourd'hui, là, comment il fait ? Il appelle à quel numéro ? Pareil, il appelle le standard ou il envoie un mail à secrétariat@smhlm.org et ce sera relayé à qui de droit de façon à ce qu'on puisse apporter une réponse. Et puis il y a également le site internet de la SMHLM aussi sur lequel on peut avoir... Pareil, vous me renvoyez avec mon petit chat. Il sait pas comment aller. Pour vous, c'est facile. Mais lui, c'est pas mon petit chat. Alors oui, effectivement. Donc la personne qui n'est pas très à l'aise finalement avec les outils digitaux peuvent effectivement, soit téléphoner ou solliciter donc par courrier, tout simplement, par courrier papier, un entretien, un rendez-vous, nous expliquer en fait la problématique, etc. Et nous ferons un plaisir de lui répondre. Oui, parce que je reviens sur mon petit chat. Ah oui, bien sûr, celui effectivement qui n'est pas à l'aise avec les outils digitaux. Le papier, c'est très bien. Donc le contact humain. Oui. Le contact humain. Ça, de plus en plus, nous perdons le contact humain en Martinique. Alors, le contact humain, nous en sommes en plein dedans. C'est-à-dire que là, par exemple, lors de la réunion avec la Chambre des métiers de l'artisanat, j'ai pu donc vous rencontrer, nous avons un contact et je suis là aujourd'hui. Oui. J'ai eu également à échanger donc, avec une entreprise qui était présente. On a échangé nos coordonnées. Oui. Pareil, on la rencontre bientôt. Oui. Et pareil, donc en fait, le contact humain se crée ici. Et donc, il y a de l'opportunité. On le réinvente. Parce que de plus en plus, avec l'histoire d'informatique, comme je vous dis, mon petit chat, c'est pas allumer mon ordinateur. Donc il faut qu'on puisse, là, je vous ai rencontré, on a discuté, je vous ai invité, vous êtes là, vous parlez à la population qui vous écoute tranquillement et qui, une fois arrivé à votre bureau, vous verrez, une fois que l'émission aura été diffusée, vous allez avoir 2, 3, 4 coups de fil supplémentaires. Nous, ce qu'on veut, c'est que la Martinique soit remise au travail. Il faut qu'on remette la Martinique au travail. Oh, mon salarié, il a besoin de logement. Bien sûr. Moi, j'ai besoin qu'il ait son logement, mais j'ai aussi besoin de le payer. Donc, si vous voulez, c'est toute une série. Quand le bâtiment va, tout va. C'est une chaîne. Celui qui me vend le béton, si je ne suis pas capable de le payer, parce que vous avez parlé des grands groupes, oui, beaucoup de grands groupes souvent vont prendre des artisans en sous-traitance. Ils se servent de ces sous-traitants-là comme banquiers. Et ils les lâchent. Ça se termine mal. Vous voyez, c'est quelque chose de... Il faut réinventer notre bâtiment. Nous sommes d'accord. En fait, il faut effectivement pouvoir être en capacité de redynamiser entre guillemets finalement toute la chaîne, mais ça passe par une relation de confiance.
Cette confiance-là, elle n'a peut-être pas été au rendez-vous. Elle a disparu à un moment donné. Elle s'est effritée effectivement à un moment donné. Le but, c'est de pouvoir effectivement donc renouer une relation de confiance, être disponible, comme vous dites. Si vous avez des questions à poser finalement au bailleur, solliciter un rendez-vous pour qu'on puisse échanger. Nous, on est à la recherche finalement d'entreprises, notamment dans le secteur du Nord. Quand on doit construire dans le Nord, c'est compliqué. Parce que pour s'approvisionner, je fais quoi? Je dois sortir de Basse-Pointe pour aller au Lamentin. Pour remonter à Basse-Pointe, j'ai perdu encore 4 heures. Donc toutes ces questions-là doivent être posées ensemble. Et je trouve que du coup, on gagnerait à continuer à se rencontrer dans des échanges, je dirais même pas tripartites, dans des échanges avec plusieurs partenaires, de façon à ce qu'à terme, finalement, on puisse trouver un certain nombre de solutions à pouvoir mettre en œuvre à moyen terme, je dirais pas à court terme, parce que le temps, voilà, tout le monde ici, mais à moyen terme, de pouvoir faire en sorte que finalement, cette relation soit renouée, dans une confiance entre les différents acteurs et faire en sorte que tout le monde soit gagnant. C'est vraiment ça. Et le locataire, et le demandeur, et l'entreprise du BTP, et le bailleur, et l'État, qui a également des comptes à rendre, etc. Le but, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que le logement social puisse répondre à ses objectifs, puisqu'il y a tout un cadre réglementaire, avec par exemple la loi SRU sur le renouvellement urbain, on a des objectifs, chaque commune a un objectif en termes de construction de logements sociaux. Il faut absolument que 25% de la part des résidences principales soit dédié donc au logement social. Pour ce faire, on a quelques communes en Martinique qui ont déjà atteint leur quota, d'autres non, des objectifs pour pouvoir l'atteindre. Et derrière tout ça, on a ce fameux demandeur de logement qui se dit mais mon Dieu, ils font quoi? Moi, j'ai besoin d'un logement et la demande, elle diminue pas depuis un certain nombre d'années. C'est une question qui n'a pas souvent été posée par beaucoup d'administrations. Il y a beaucoup qui me regardent là. Ils savent que je suis un dur. On ne raconte pas n'importe quoi. Je me suis battu avec beaucoup d'administrations pour qu'elles respectent la loi, qu'elles respectent le métier, respectent l'artisan. Et souvent, ces mêmes personnes oublient une chose. C'est que demain, leurs propres enfants seront dans la rue exactement comme ceux des entreprises qui ont tout lâché. Ça n'a pas été simple, madame. C'est pourquoi je vous dis, il faut qu'on puisse se reconstruire, se remettre en cause. Je vous prends l'exemple de la sécurité sociale. Je me suis battu pendant des années avec la sécurité sociale pour les capoter. Et finalement, comme je vous dis, la seule issue pour l'entreprise, c'est la liquidation judiciaire. À ce moment, au revoir. Parce que là, aujourd'hui, que se passe-t-il? Pour l'instant, vous n'êtes pas encore directement touché, puisque vous ne travaillez pas avec eux, le marché au noir. Mais de plus en plus, les particuliers qui nous regardent là préfèrent prendre un ouvrier chez nous pour faire leur job. Mais quand ça a cassé, il n'y a plus personne. Oui. Surtout que c'est pas forcément très vertueux parce que du coup, une personne que l'on prend au black finalement ne cotise pas pour la retraite, etc. Donc, il vaut mieux rentrer dans un cadre où chacun s'y retrouve. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai quand même noté une impulsion de la part de la Caisse générale de sécurité sociale, donc au niveau de l'URSSAF, puisque elles permettent finalement aux entreprises de pouvoir obtenir leurs attestations si elles mettent en place un plan d'appurement. Seulement sur la partie des cotisations patronales. C'est vrai que sur la partie salariée, étant donné que ça touche finalement donc à la retraite des salariés, ils sont plus intransigeants. Mais sur la partie patronale, ils permettent finalement à ces entreprises de bénéficier de leurs attestations pour pouvoir aller postuler et soumissionner donc au marché public. Mais il faut qu'on continue à travailler, on est d'accord, il faut qu'on continue à travailler. Donc on parle de décomplexification, de simplification, etc., de choc finalement, de simplification de l'administratif pour pouvoir faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et qu'on perde moins de temps et d'argent pour pouvoir faire avancer finalement les choses.
Je pense qu'on est dans une amorce d'une ère nouvelle, en tout cas je le souhaite. Faire en sorte finalement de limiter, on va dire, toutes ces contraintes administratives qui font perdre du temps à toutes ces entreprises et les aider aussi, c'est-à-dire vraiment les aider, comme vous dites, à pouvoir savoir, voilà, les aider, les écouter, savoir, voilà, dans quel cas on fait telle chose, dans quel autre cas on met tel dispositif en place, voilà comment qu'on peut faire pour vous accompagner pour que finalement, comme vous dites, voilà, certaines options ne soient pas les seules à être retenues et finalement obligatoire, hein, en fonction finalement du contexte. Et ça, il faut qu'on travaille pour se faire en partenariat. Donc les réunions tripartites avec un ensemble de partenaires sont fondamentales. Après, je suis d'accord aussi qu'il ne faut pas qu'on passe notre temps aussi à palabrer, hein. Il y a des choses aussi à faire. Voilà, il y a des choses à faire. Il faut qu'on soit efficace pour faire en sorte de relancer finalement la commande publique et relancer le secteur du bâtiment et les aider finalement à avoir de la visibilité. En tout cas, nous, SMHLM, nous sommes prêts à prendre notre part pour pouvoir écouter, pour pouvoir faire et mettre en place un certain nombre de choses pour faciliter finalement cette commande publique et puis redynamiser finalement le secteur en lien finalement avec les différents travaux que l'on aura à mener. Alors à propos de travaux, espace pour enfants. Quand nous regardons nos HLM, c'est un terme qui n'existe pas. Est-ce que vous avez l'intention de créer des espaces pour les petits ? Alors là encore, hein, c'est en concertation finalement donc avec les différentes collectivités, les mairies, les EPCI et également donc la CTM, hein, que nous concevons finalement nos différents projets. Donc il est vrai que il y a eu effectivement un moment pour ces espaces, mais vous le verrez un peu partout, hein, je trouve, hein, parce que c'est pas vrai uniquement pour les bailleurs sociaux, c'est aussi vrai pour le privé, pour également même, on va dire les collectivités, parce qu'il y a des espaces de jeu qui se créent et puis finalement se retrouve la problématique de l'entretien. Comment est-ce qu'on entretient ? Est-ce qu'on a assez finalement d'entreprises qui peuvent entretenir ? Et on voit finalement des espaces de jeu qui tombent en désuétude parce que il faute finalement d'entreprises qui peuvent finalement les entretenir. Donc pour moi c'est tout aussi, on va dire, c'est toute une chaîne également, pareil, se dire bon ben voilà, si on veut vraiment pouvoir redynamiser donc les espaces en proposant finalement des espaces de jeu, des aires de jeu, il faut qu'on puisse se projeter et avoir une vision prospective finalement en fait de cet aspect des choses pour que oui on met, mais derrière il faut qu'on soit en capacité d'entretenir parce que c'est de la responsabilité finalement du bailleur. Si finalement nous avons mis en place une aire de jeu que nous n'arrivons pas finalement à entretenir faute par exemple d'entreprise, etc. et la sécurité finalement des enfants est aussi en jeu. Donc c'est une réflexion qui doit être concertée. Que nous devons mener collectivement. Exactement, c'est ça. Et l'autre point, c'est au niveau de ceux qui sont chez eux, qui ont besoin d'avoir un petit morceau de terre pour planter 2 têtes de laitue. Est-ce que vous y pensez ? Alors nous, on y a déjà pensé. Le petit jardin social. Ça fait un petit moment qu'on en parle, ça fait un petit moment qu'on est déjà dans cette démarche-là. Nous avons donc des jardins dits partagés, donc mis à disposition d'espaces pour planter. Donc on a eu plusieurs expériences de ce type qui fonctionnent très bien. Hein. Ça permet de créer du lien social, par exemple, hein, aussi bien par exemple chez les personnes âgées que dans l'intergénérationnel ou etc. Et oui, ce sont des initiatives que nous valorisons et que nous sollicitons également. Donc si une personne ou un groupement en fait de locataires souhaite effectivement pouvoir bénéficier d'un espace qui n'est pas forcément utilisé pour pouvoir faire du jardin partagé, on est totalement en phase avec cela. Cette personne s'adresse comment à vous ? Pareil, donc si c'est le petit chat, donc il vient, donc peut s'adresser en fait à son concierge qui va pouvoir faire en fait la remontée donc auprès des équipes de proximité, etc. Et dernier point, souvent vous avez la culture de l'abattage des enfants. Non.
Chez vous. Je Non, peux non, vous donner non. un exemple. Dites-moi, nous, SMHLM, nous avons abattu un arbre. Donc, il peut arriver effectivement que, par exemple, pour des questions de sécurité, nous devions effectivement abattre des arbres. Oui, mais pomme d'eau, c'est pas ça qui va faire tomber un immeuble. Alors ça, je ne sais pas de Je peux quelle donner anecdote vous voulez parler. Mais non, en fait, parmi les différents axes qui m'ont été donnés par le conseil d'administration de la SMHLM, il y a l'aspect de développement durable. Et effectivement, le but, c'est quand même de limiter et de conserver les espaces verts. D'éviter de bétonner à tout va, de conserver les espaces verts, de conserver finalement le patrimoine local de notre pays, Martinique, et faire en sorte que qu'on conserve également notre poumon, mais on fait du cas par cas en fonction, comme je vous disais, de la sécurité, etc. Donc voilà. En tout cas, madame, tout le plaisir a été pour moi de vous accueillir à notre antenne. Si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été quoi? Alors la conclusion que j'aurais faite et que je fais du coup, c'est que l'ASMHLM en fait est un bailleur social qui a été créé en 1971 par Roger Louis, directeur emblématique finalement que vous avez connu. J'ai connu toute cette ancienne génération, Selma, toute cette bande. Ah ben voilà, donc ce sont des gens qui se sont battus comme vous pour pouvoir faire en sorte que le logement social soit une des pierres angulaires finalement du développement et de l'aménagement du territoire. Nous, SMHLM, continuons en ce sens à œuvrer en gardant finalement ces valeurs de lien social, de lien avec les partenaires pour pouvoir répondre finalement à une demande qui est bel et bien existante, une demande qui est liée donc aux besoins en logement social du territoire et nous sommes ouverts à toute personne qui souhaiterait finalement venir travailler avec nous et pouvoir participer à cette grande aventure que de réaliser du logement social sur le territoire, à pouvoir lui ouvrir nos portes, que ce soit effectivement quelqu'un de digital natif, entre guillemets, donc un jeune qui a l'habitude des outils informatiques, donc par le biais du site internet, de la boîte mail, etc. Ou une personne effectivement qui est peut-être pas forcément très au fait des outils digitaux et qui pourront s'adresser directement, soit par courrier ou en venant s'adresser finalement donc à toute équipe de la SMHLM, soit sur les sites, soit au siège. En tout cas, merci. Comme je vous dis, un tango, ça se fait à deux. Je ne peux pas lâcher un tango avec mon ordinateur. Je ne peux pas le prendre dans mes bras. Donc, revenons à la notion humaine. Continuons à faire ce qu'il faut pour que le lien soit maintenu. Merci encore et à très bientôt. Merci à vous.